Au IXe siècle, alors que les dracars vikings sillonnaient les mers du Nord et semaient la terreur sur les côtes européennes, une femme allait accomplir ce qu'aucun homme de son époque n'avait osé. Commander une flotte entière, traverser l'océan Atlantique et fonder une colonie qui marquerait l'histoire de l'Islande pour toujours. Son nom était Aude, et les Scandinaves l'appelaient la Très Sage. Aude naît vers 834 dans un monde de violence et de conquête. Son père, Ketil Flatnefre, qu'on surnomme Au nez plat, est loin d'être un chef ordinaire. Originaire du Romsdal en Norvège, cet homme règne sur les Hébrides, ces îles sauvages au large de l'Écosse où les tempêtes de l'Atlantique viennent mourir contre les falaises. Ketil n'a pas obtenu ce royaume par héritage, mais par la force de son épée et son intelligence tactique. La Norvège de cette époque traverse une période de bouleversement profond. Le roi Harald à la belle chevelure cherche à unifier tous les petits royaumes norvégiens sous sa bannière. Ses ambitions ne laissent aucune place aux chefs indépendants qui refusent de se soumettre. Ketil fait partie de ces hommes fiers qui préfèrent l'exil à la soumission. Plutôt que de plier le genou devant Harald, il rassemble ses guerriers, charge ses navires et met le cap vers l'ouest. Les Hébrides deviennent son nouveau domaine. Ces îles constituent un point stratégique exceptionnel pour contrôler les routes maritimes entre la Norvège, l'Irlande et l'Écosse. Ketil y établit un royaume puissant, menant des raids en Irlande et forgeant des alliances avec d'autres chefs vikings. Sa réputation grandit au point que même les chroniques irlandaises mentionnent ses exploits. C'est dans cet environnement de guerre et de stratégie qu'Aude grandit. Contrairement aux filles des cours européennes continentales, elle n'est pas élevée pour devenir une simple épouse décorative. Les femmes vikings de haut rang jouent un rôle actif dans la société. Elles gèrent les domaines quand les hommes partent en expédition, prennent des décisions commerciales et apprennent à défendre leurs terres. Aude observe son père diriger son royaume, négocier avec d'autres chefs, distribuer des terres à ses guerriers les plus fidèles. Elle comprend très tôt que le pouvoir ne repose pas seulement sur la force brute, mais sur la capacité à inspirer la loyauté et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Vers l'an 850, Ketil scelle une alliance politique majeure qui changera le destin d'Aude. Un prince norvégien nommé Olaf Gudfridsson, surnommé le Blanc, vient de débarquer à Dublin avec une flotte impressionnante. En 853, après avoir écrasé les Danois qui menaçaient la puissance norvégienne en Irlande, Olaf se proclame roi de Dublin. Son royaume s'étend rapidement sur une grande partie de la côte irlandaise. Olaf n'est pas un roi ordinaire. Intelligent, ambitieux et impitoyable, il comprend que pour consolider son pouvoir, il doit s'allier avec les autres chefs vikings de la région. Ketil, qui contrôle les Hébrides, représente un allié de choix. Les deux hommes négocient et scellent leur alliance par un mariage. Aude épousera Olaf. Pour Aude, ce mariage signifie quitter les îles venteuses de son enfance pour la ville bouillonnante de Dublin. À cette époque, Dublin n'est pas encore la grande ville qu'elle deviendra, mais déjà un centre commercial vital où se croisent Scandinaves, Irlandais et marchands venus de toute l'Europe. Aude découvre un monde nouveau, plus cosmopolite que celui des Hébrides. Son union avec Olaf lui donne un fils qu'il nomme Thorstein. Dès sa naissance, l'enfant est destiné à de grandes choses. Olaf lui transmet l'art de la guerre, la stratégie militaire et le commandement. Mais c'est Aude qui lui enseigne la patience, la diplomatie et cette sagesse qui fera sa réputation. Pendant près de 20 ans, Olaf règne sur Dublin d'une main de fer. Avec son frère Ivar, il lance des expéditions dévastatrices sur les deux rives de la mer d'Irlande. En 864, les deux frères traversent en Écosse et pillent le royaume picte de Fortriu, ramenant des otages et un immense butin. Aude assiste à ces conquêtes, mais elle voit aussi les coups de la guerre, les hommes qui ne reviennent pas, les alliances qui se brisent, les ennemis qui se multiplient. En 869, les tensions entre Ketil et Olaf éclatent au grand jour. Les chroniques irlandaises mentionnent une bataille décisive en 857, où Olaf et Ivar ont affronté les forces de Ketilfind, que les historiens identifient comme Ketil Flatnefre, dans les landes du Munster. Cette guerre entre beau-père et gendre brise l'alliance qui avait uni leurs maisons. Dans la tradition viking, un tel conflit ne peut avoir qu'une issue,
Olaf répudie Aud. Répudié et humilié, Aud retourne dans les domaines de son père aux Hébrides. Thorstein, devenu un jeune guerrier, l'accompagne. Le jeune homme a hérité de l'ambition de son père et du pragmatisme de sa mère. Il ne se contente pas de vivre dans l'ombre de son grand-père. Il veut tailler son propre royaume. Les années qui suivent voient Thorstein mener des expéditions audacieuses dans le nord de l'Écosse. Avec une bande de guerriers fidèles, il conquiert des territoires dans le Caithness et le Sutherland. Ces régions sauvages et stratégiques deviennent son royaume. Les Scots locaux résistent au farouchement, mais Thorstein parvient à maintenir son pouvoir par la force et par des alliances prudentes avec d'autres chefs scandinaves. Aude voit son fils réussir là où tant d'autres ont échoué. Elle est fière de lui, mais aussi inquiète. La vie d'un chef viking est courte et brutale. Chaque bataille peut être la dernière. Ses craintes se révèlent prophétiques. Lors d'un affrontement contre une coalition de seigneurs scots, Thorstein tombe au combat. Les détails de sa mort restent flous dans les sagas, mais le résultat est sans appel. Le royaume qu'il avait construit s'effondre en quelques semaines. Ses alliés se dispersent, ses ennemis se partagent ses terres, et sa famille se retrouve sans protection. Pendant ce temps, Ketil Flatnefre, le père d'Aude, disparaît. Les sagas ne précisent pas les circonstances exactes de sa mort, mais le résultat est le même. La maison qui avait régné sur les Hébrides pendant des décennies perd son pouvoir. Les petits-enfants de Thorstein, les filles et le fils qu'il a laissés derrière lui, se retrouvent vulnérables dans un monde où la force fait loi. Aude se tient au milieu de ses ruines. Son mari l'a répudié. Son père est mort. Son fils a été tué. Dans la société viking, une femme dans sa position n'a généralement que deux options. Se remarier pour obtenir la protection d'un nouveau mari, ou se retirer dans l'obscurité et espérer que ses parents masculins la protègent. Mais Aude n'est pas une femme ordinaire. Les chroniques rapportent qu'elle prend le temps d'évaluer sa situation avec un regard froid et calculateur. Elle réalise qu'elle n'a plus de chance de recouvrer sa position en Écosse. Les alliances de son père sont mortes avec lui. Les conquêtes de son fils ont disparu. Rester signifie devenir la proie des ennemis de sa famille. C'est alors qu'elle prend une décision qui va changer sa vie et marquer l'histoire. Elle va partir, mais pas n'importe où. Elle va traverser l'océan Atlantique et recommencer sa vie dans une terre nouvelle où personne ne connaît ses échecs, où elle pourra écrire sa propre légende. Aude se rend dans le Caithness, la dernière région où son fils avait maintenu une présence. Là, elle rassemble ce qui reste de la fortune familiale. Les sagas mentionnent qu'elle affrète secrètement un navire, non pas un drakkar de guerre avec sa proue ornée d'une tête de dragon, mais un kneur, un navire de charge robuste conçu pour les longues traversées océaniques. Les kneurs sont les chevaux de trait de la flotte viking. Ils peuvent embarquer jusqu'à 50 tonnes de cargaison et résister aux tempêtes de l'Atlantique Nord. Contrairement aux drakkars rapides et élégants, les kneurs sont larges et profonds, construits pour transporter des biens, des animaux et des familles entières. Mais Aude ne se contente pas d'un seul navire. Les sagas rapportent qu'elle commande une véritable flotte. Certains textes parlent de 20 navires. D'autres évoquent des chiffres encore plus impressionnants. Ce qui est certain, c'est que l'expédition d'Aude n'est pas une simple fuite, mais une migration organisée à grande échelle. Elle rassemble un équipage de guerriers loyaux, d'anciens compagnons de son fils qui n'ont plus de maître et qui lui sont reconnaissants de leur offrir une nouvelle chance. Elle embarque aussi des esclaves, des Irlandais et des Scots capturés lors des raids passés qui fourniront la main-d'œuvre nécessaire pour établir de nouvelles fermes dans leur destination finale. Les petits-enfants de Thorstein montent à bord, son fils et ses filles, dont Groa et Alef, encore jeunes mais déjà conscientes de l'importance de ce voyage. Aude embarque également d'autres parents, des alliés de son fils et leur propre famille. Au total, plusieurs centaines de personnes dépendent d'elle pour ce voyage. Les provisions s'entassent dans les cales, de l'orge, du poisson séché, de la viande fumée, des outillages, des semences pour les futures récoltes. Aude fait aussi charger des animaux vivants, des moutons, des chèvres, des bovins, qui serviront à établir des troupeaux dans leur nouvelle patrie. Chaque détail est planifié avec soin. Aude sait qu'une fois en mer, il sera impossible de faire demi-tour. La destination est claire, l'Islande. Depuis une décennie,
des explorateurs norvégiens rentrent avec des récits enthousiastes sur cette île du Nord. Ingolfur Arnarson y a établi la première colonie permanente en 874, près de 20 ans plus tôt. D'autres ont suivi. Les rapports parlent d'une terre vierge, sans population humaine, riche en pâturage et en ressources marines. Les rivières débordent de saumons. Les prairies s'étendent à perte de vue. Pour ceux qui ont perdu leurs terres ailleurs, l'Islande représente une nouvelle chance. Quand les navires d'Aud quittent finalement les côtes du Ketnes, c'est le début d'une odyssée qui entrera dans la légende. Mais Aud ne met pas directement le cap sur l'Islande. Elle comprend que ce voyage sera long et périlleux. Traverser l'Atlantique Nord d'une traite avec une flotte entière chargée de centaines de personnes et d'animaux serait suicidaire. Son plan est plus sage. Elle va progresser par étapes, s'arrêtant dans les archipels qui jalonnent la route vers l'Islande. Chaque escale servira à se reposer, réparer les navires, renouveler les provisions et, surtout, à sécuriser l'avenir de sa famille par des alliances matrimoniales. La première étape est les Orcades, cet archipel d'îles au nord de l'Écosse où les Vikings ont établi un comté depuis plusieurs décennies. Aud y fait escale et y négocie. Elle a emmené avec elle ses petites filles et elle comprend que ces jeunes femmes représentent des atouts politiques précieux. Dans le monde viking, les mariages ne sont pas des affaires de cœur, mais des instruments de diplomatie. Aux Orcades, Aud marie sa petite-fille Groa à un Mormaer, un noble kelto-norvégien nommé Dungadr, ou Donshade en gaélique. Ce mariage scelle une alliance entre sa maison et les élites des Orcades. Groa restera là avec son mari, établissant une branche de la famille dans ces îles nordiques. La flotte reprend ensuite la mer vers les îles Féroé, un archipel perdu au milieu de l'océan Atlantique. Ces îles rocheuses et battues par les vents ont été découvertes par des moines irlandais, mais les Vikings commencent à s'y installer. Aud y passe plusieurs semaines. Les conditions de navigation entre l'Écosse et les Féroé sont particulièrement dangereuses, avec des tempêtes qui surgissent sans prévenir et des courants traîtres. Aux Féroé, Aud marie une autre de ses petites filles, Aluf, à un chef local. Cette alliance établit une autre base pour sa famille. Les descendants d'Aluf fonderont le clan des gens de Gata, qui deviendra l'une des familles les plus puissantes des Féroé. Des siècles plus tard, les habitants des Féroé se souviendront encore d'Aud comme de l'ancêtre de leur aristocratie. À chaque escale, Aud démontre sa maîtrise de la stratégie politique. Elle ne cherche pas à conquérir des territoires par la force. Elle tisse plutôt un réseau d'alliances qui s'étend à travers tous les archipels du Nord. Si elle ou ses descendants ont besoin d'aide, ils pourront faire appel à ses parents dispersés dans les îles. Mais ces mariages ont aussi un coût émotionnel. Aud doit se séparer de ses petites filles, sachant qu'elle ne les reverra probablement jamais. Les distances sont trop grandes, les voyages trop dangereux. Chaque adieu est définitif. Pourtant, elle ne montre aucune faiblesse. Les sagas rapportent qu'elle assume ses décisions avec la même détermination qu'un général qui sacrifie des pions sur un échiquier. Entre les Féroé et l'Islande s'étend la partie la plus dangereuse du voyage. Ici, il n'y a plus d'îles où faire escale, plus de refuge en cas de tempête. Les navires doivent affronter l'Atlantique Nord dans toute sa fureur. Les marins vikings racontent des histoires de vagues hautes comme des montagnes, de vents qui déchirent les voiles, de navires qui disparaissent sans laisser de traces. Aud fait preuve d'un courage exceptionnel en guidant sa flotte à travers ces eaux. Les sagas ne détaillent pas les épreuves exactes de cette traversée, mais elles laissent entendre que le voyage fut éprouvant. Des tempêtes frappent la flotte. Des navires prennent l'eau. Certains animaux meurent dans les cales, mais Aud maintient le cap, inspirant son équipage par son calme et sa détermination. Après des semaines de navigation, les guetteurs aperçoivent enfin les côtes de l'Islande. C'est un moment d'émotion intense pour tous ceux qui sont à bord. Ils ont survécu à l'océan. Ils ont atteint la terre promise. Mais l'Islande qui accueille Aud n'est pas le paradis que décrivent certains récits. C'est une terre rude et sauvage, dominée par des volcans fumants et des glaciers immenses. Le climat est plus clément qu'au Groenland, mais les hivers restent longs et sombres. La végétation se limite principalement à des prairies et à quelques bosquets de bouleaux chétifs. Aucune céréale ne pousse naturellement. Pourtant,
Pour des Vikings habitués aux terres rocheuses de Norvège et d'Écosse, l'Islande offre des avantages considérables. Les pâturages sont abondants pour le bétail. Les rivières fourmillent de saumons. Les côtes regorgent de morues et de phoques. Et surtout, contrairement à toutes les autres terres que les Vikings ont colonisées, l'Islande est totalement inhabitée. Il n'y a pas de population locale à combattre ou à soumettre. Tout est à prendre. Aude fait le tour de l'île, explorant les différentes régions et évaluant les possibilités. Elle finit par choisir la région de Laxardal, dans l'ouest de l'Islande. Cette vallée fertile s'étend le long d'une rivière poissonneuse, avec des pâturages qui semblent s'étirer à l'infini. Les montagnes environnantes offrent une protection contre les vents les plus violents. Selon la tradition viking du Landnam, la prise de terre, Aude revendique un territoire immense. Les sagas parlent de 45 000 hectares, une étendue qui ferait d'elle l'une des plus grandes propriétaires terrières de toute l'Islande. Pour marquer les limites de son domaine, elle fait allumer des feux aux 4 coins de ses terres, une pratique rituelle qui établit légalement sa propriété. Une fois son territoire délimité, Aude se lance dans la tâche monumentale d'établir une colonie fonctionnelle. Elle ne garde pas toutes ses terres pour elle. Avec une sagesse qui lui vaudra son surnom, elle distribue des parcelles à ses compagnons de voyage. Les guerriers qui l'ont accompagnée reçoivent des fermes où ils peuvent s'établir avec leur famille. Les hommes libres qui ont navigué avec elle obtiennent des terres proportionnelles à leur rang et à leur service. Même certains esclaves qui ont fait preuve de loyauté et de compétence sont affranchis et reçoivent de petites parcelles. Cette distribution généreuse n'est pas de l'altruisme naïf. Aude comprend que son pouvoir dépend de la loyauté de ceux qui l'entourent. En donnant des terres à ses compagnons, elle s'assure leur fidélité et crée un réseau de vassaux qui lui doivent tout. Ces hommes et femmes deviennent les piliers de sa colonie, défendant leurs nouvelles terres avec la férocité de ceux qui ont tout à perdre. Aude établit sa propre ferme à Hvamr, un site stratégique qui devient le centre de son domaine. La ferme de Hvamr n'est pas simplement une résidence, mais le cœur politique et économique de tout le district. C'est là qu'Aude rend la justice, négocie avec d'autres colons, organise des festins et maintient le tissu social de sa communauté. Les premières années sont difficiles. Il faut défricher les terres, construire des maisons capables de résister aux hivers islandais, établir des troupeaux, apprendre à cultiver dans ce climat inhospitalier. Les colons découvrent que le bois est rare en Islande. Ils doivent utiliser la tourbe et les pierres volcaniques pour construire leurs habitations. Les murs sont épais, les fenêtres rares, pour conserver la chaleur pendant les longs hivers. Mais Aude ne se contente pas de survivre. Elle bâtit. Sa vision pour Laxardal va au-delà d'une simple collection de fermes dispersées. Elle veut créer une société structurée, avec des lois, des traditions et une identité commune. L'un des aspects les plus remarquables de la colonie d'Aoud est son caractère religieux. Les sagas mentionnent qu'Aoud était chrétienne, une rareté parmi les Vikings de son époque. Elle aurait apporté sa foi des Hébrides, où les Norvégiens Gaëls commençaient à se convertir sous l'influence des populations celtiques christianisées. Cette foi chrétienne d'Aude contraste fortement avec le paganisme nordique qui domine encore l'Islande. La plupart des colons adorent toujours Thor, Odin et Freyja. Ils pratiquent les anciens rituels, sacrifient aux dieux dans les sources sacrées, consultent les runes pour connaître l'avenir. Aude ne cherche pas à imposer sa foi par la force. Elle la pratique discrètement, érigeant peut-être de petites croix sur ses terres, priant en privé. Pourtant, son christianisme ne prend pas racine immédiatement. Les sagas rapportent que ses descendants immédiats abandonnent cette religion et retournent aux dieux anciens. Il faudra attendre l'an 1000 pour que l'Islande se convertisse officiellement au christianisme. Mais le fait même qu'une femme chrétienne ait pu fonder et diriger une colonie viking sans que sa foi ne devienne un obstacle témoigne de la tolérance relative, ou peut-être du pragmatisme de la société viking. Ce qui compte pour les colons de Laxardal, ce n'est pas les dieux qu'Aude vénère, mais sa capacité à les diriger efficacement. Au fil des années, Aude devient bien plus qu'une simple colonisatrice. Elle s'impose comme une matriarche respectée, une figure d'autorité morale et politique dont l'influence s'étend bien au-delà de ses propres domaines.
Les sagas islandaises parlent d'elle avec un respect inhabituel. Dans une société où les hommes dominent généralement les récits héroïques, Aude occupe une place centrale. Elle n'est pas dépeinte comme une guerrière brandissant l'épée, mais comme une stratège brillante, une négociatrice habile et une leader naturelle. Son surnom, la très sage ou l'esprit profond, Jupudga en vieux norrois, reflète cette réputation. Ce n'est pas un titre honorifique vide. Il reconnaît une qualité réelle, la capacité d'Aude à voir plus loin que les autres, à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Cette sagesse se manifeste dans tous les aspects de la gestion de sa colonie. Quand des disputes éclatent entre ses vassaux, c'est vers elle qu'il se tourne pour arbitrer. Quand de nouveaux colons arrivent en Islande et cherchent des terres, c'est avec elle qu'il négocie. Quand les premières assemblées régionales, les Things, commencent à se former pour établir des lois communes, la vie d'Aude porte un poids considérable. L'équipage qu'elle a amené avec elle lui reste farouchement loyal. Les sagas mentionnent un détail fascinant. Aucun de ces hommes ne contracte de mariage qui risquerait de mettre en péril les biens ou le pouvoir d'Aude. Cette loyauté extraordinaire suggère qu'Aude a su créer un lien exceptionnel avec ses compagnons, peut-être en les traitant avec un respect et une générosité rares pour l'époque. Pendant ce temps, la famille d'Aude s'étend et prospère. Ses petits-enfants grandissent, se marient et ont leurs propres enfants. Le clan qui porte son nom devient l'un des plus influents de toute l'Islande. Les descendants d'Aude jouent des rôles majeurs dans l'histoire islandaise pendant les siècles qui suivent. Parmi ses descendants, on compte des personnages légendaires. Olaf Failan, son arrière-petit-fils, devient un chef respecté. Karlsefni, un autre descendant, tentera plus tard de coloniser le Vinland, cette terre mystérieuse découverte par Leif Erikson en Amérique du Nord. Et surtout, le grand Snorri Sturluson, le plus célèbre écrivain islandais du Moyen-Âge, auteur de l'Edda en prose et des sagas royales norvégiennes, compte Aude parmi ses ancêtres. Cette lignée illustre ne doit rien au hasard. Aude a posé des fondations solides. Elle a transmis à ses descendants non seulement des terres et des richesses, mais aussi des valeurs, le courage, la sagesse, la loyauté, le sens de l'honneur. Ces qualités traverseront les générations. Les sagas nous donnent un récit détaillé des derniers jours d'Aude, un témoignage rare de la façon dont une femme viking de haut rang quittait ce monde. Accablée par le poids des années, Aude sent sa fin approcher. Mais elle refuse de partir dans la faiblesse ou la maladie. Elle veut terminer sa vie avec la même dignité et le même contrôle qu'elle a exercé tout au long de son existence. Elle organise un grand banquet à Vamr. Ce n'est pas un festin ordinaire, mais une célébration grandiose pour marquer le mariage de son petit-fils Olafur Failan avec une jeune femme nommée Alfdis. Toute la région est invitée. Les guerriers, les fermiers, les artisans, tous ceux qui comptent dans l'Islande occidentale convergent vers Vamr. Le festin dure plusieurs jours. L'hydromel coule à flot. Les viandes rôties s'entassent sur les tables. Les skaldes récitent des poèmes épiques célébrant les exploits des ancêtres. On danse, on chante, on forge de nouvelles alliances matrimoniales et commerciales. Aude préside ces réjouissances avec une énergie qui étonne tous ceux qui la connaissent. Elle supervise personnellement tous les détails de la cérémonie. Elle s'assure que chaque invité est bien accueilli, que les traditions sont respectées, que le mariage de son petit-fils sera célébré avec toute la pompe qui convient à son rang. Pendant ces jours de fête, personne ne devine qu'Aude est en train de dire adieu. Le dernier soir du banquet, alors que les célébrations atteignent leur apogée, Aude se lève de son siège d'honneur. Elle prononce quelques mots de bénédiction pour les nouveaux mariés, puis annonce qu'elle va se retirer pour se reposer. Les invités, épuisés par plusieurs jours de festivités, ne s'étonnent pas de la voir partir. Aude se retire dans ses appartements privés. Elle s'allonge sur son lit, parmi ses oreillers les plus fins. Puis, paisiblement, elle ferme les yeux et s'endort pour ne plus jamais se réveiller. Le lendemain matin, quand Olaf vient rendre visite à sa grand-mère pour la remercier du magnifique banquet qu'elle a organisé, il la trouve morte, paisible et digne jusque dans la mort. La nouvelle se répand rapidement parmi les invités. Le mariage se transforme en funérailles. Mais ces funérailles ne sont pas tristes. Elles célèbrent une vie extraordinaire, une femme qui a survécu à tous les coups du sort
et qui a fondé une dynastie. Olafr organise des noces et un festin funéraire simultané, honorant à la fois les nouveaux mariés et la mémoire de son aïeul. 3 jours plus tard, conformément à la tradition viking, Aude est transportée vers le tertre qui avait été préparé pour elle. Mais ses funérailles ont une particularité qui reflète son statut exceptionnel. Elle est inhumée dans un bateau. Cette pratique, réservée aux plus grands chefs vikings, consiste à placer le défunt dans un navire entouré de ses biens les plus précieux. Le bateau symbolise le voyage vers l'au-delà, transportant le mort vers le royaume des ancêtres. Pour Aude, qui a passé sa vie à naviguer d'île en île, ce symbole est particulièrement approprié. Le navire est chargé de richesses, des bijoux en or et en argent, des armes finement ouvragées, des tissus précieux, des outils de grande qualité. Ces objets accompagneront Aude dans l'autre monde. Puis le tertre est refermé sur cette dernière embarcation. Les sagas mentionnent un détail touchant concernant ses dernières volontés. Aude aurait souhaité être enterrée sur la côte de l'Islande, dans le sable, afin que sa tombe soit lavée par la marée. Cette demande inhabituelle révèle son dilemme spirituel. En tant que chrétienne, elle aurait voulu être enterrée en terre consacrée, mais aucune église n'existe encore en Islande pour bénir sa tombe. Son souhait d'être enterrée près de la mer, où les vagues pourraient symboliquement la purifier, reflète son désir de réconcilier sa foi chrétienne avec les réalités de son environnement païen. Les sagas concluent son histoire par ces mots révélateurs. On attacha un grand prix à la façon dont Aude avait maintenu son honneur jusqu'au jour de sa mort. Dans la société viking, l'honneur est la valeur suprême. Cette phrase résume le jugement de ses contemporains. Aude a vécu et est morte en maintenant sa dignité, sa réputation et son rang intact. Après sa mort, le nom d'Aude ne disparaît pas dans l'oubli. Au contraire, il résonne à travers les siècles dans la mémoire islandaise. Elle apparaît dans de nombreuses sagas, le Landnámabók, le livre de la colonisation, la Laxdæla saga, saga des gens du Val au saumon, la Njals saga, la saga de Snorri le Goði, l'Eiriks saga Rauda et la Grettis saga. Chacune de ces sagas mentionne Aude avec respect, souvent en détaillant sa généalogie et ses accomplissements. Pour les Islandais médiévaux qui écrivent ces textes au XIIe et XIIIe siècle, près de 300 ans après les événements, Aude reste une figure fondatrice, une ancêtre prestigieuse dont on s'enorgueillit de descendre. Le clan qu'elle a fondé à Laxardal devient un centre de pouvoir et de culture en Islande. Ses descendants comptent parmi les plus grands noms de l'histoire islandaise. Ils produisent des poètes, des chefs, des explorateurs et des sages qui perpétuent la tradition de sagesse et de courage qu'elle a établie. La région de Laxardal elle-même reste profondément marquée par son passage. Les lieux qu'elle a nommés, les fermes qu'elle a établies, les traditions qu'elle a instaurées perdurent pendant des siècles. Encore aujourd'hui, en Islande, les habitants de cette région se souviennent d'Aude, comme de leur ancêtre fondatrice. Mais l'héritage d'Aude va au-delà de l'Islande. Dans les îles Féroé, les descendants d'Aluf, sa petite-fille, fondent le clan des gens de Gata. Ce clan devient si puissant et si prestigieux que pendant des siècles, il domine la vie politique et sociale des Féroé. Les mariages stratégiques qu'Aude a arrangés pendant son voyage vers l'Islande continuent à porter leurs fruits pendant des générations. Sa réputation s'étend même au-delà du monde scandinave. Les chroniqueurs médiévaux, fascinés par cette femme viking qui a accompli ce que peu d'hommes osaient entreprendre, mentionnent son histoire dans leurs textes. Elle devient un symbole de la capacité des femmes nordiques à exercer le pouvoir et l'autorité dans une société dominée par les guerriers. L'histoire d'Aude pose une question fondamentale. Comment une femme a-t-elle pu accomplir tout cela dans une société réputée pour sa violence et sa domination masculine? La réponse réside dans la complexité de la société viking, souvent mal comprise. Contrairement à l'image simpliste de guerriers brutaux qui violent et pillent, les Vikings avaient développé une structure sociale sophistiquée où les femmes de haut rang jouissaient de droits et de libertés étonnants pour l'époque. Les femmes vikings pouvaient posséder des terres, diriger des fermes, divorcer de leurs maris, hériter de biens et même commander des expéditions commerciales. Quand les hommes partaient en raid ou en guerre,
Ce qui pouvait durer des mois, voire des années, ce sont les femmes qui géraient les domaines, prenaient les décisions économiques et maintenaient l'ordre social. Cette relative liberté avait des limites. Les femmes ne combattaient généralement pas sur les champs de bataille, malgré les légendes romantiques sur les guerrières boucliers. Elles ne participaient pas aux assemblées politiques où se votaient les lois. La société restait fondamentalement patriarcale. Mais pour une femme exceptionnelle comme Aude, douée d'intelligence, de courage et de sagesse, ces limites n'étaient pas insurmontables. Elle a réussi en utilisant les outils disponibles dans sa société. Les alliances matrimoniales, la distribution stratégique de terres, la construction de réseaux de loyauté, la gestion prudente des ressources. Son succès démontre aussi l'importance cruciale du contexte. Aude a réussi en Islande parce qu'elle est arrivée au bon moment. L'île était vierge, sans structure politique établie, sans hiérarchie figée. Dans ce contexte de frontières où tout était à construire, une femme compétente pouvait s'imposer sur la seule base de ses mérites. Si Aude avait tenté la même chose en Norvège, où les royaumes étaient établis depuis des siècles et où les hiérarchies masculines étaient solidement enracinées, elle aurait probablement échoué. Mais en Islande, terre de possibilités et de nouveaux départs, elle a pu créer son propre destin. L'exploit d'Aude prend toute sa dimension quand on mesure les défis titanesques de la navigation viking au IXe siècle. Traverser l'Atlantique Nord avec une flotte entière relevait de la prouesse exceptionnelle. Les kneurs qu'utilisait Aude mesuraient à peine 16 mètres de long pour 5 mètres de large. Ces navires en chaîne, assemblés selon la technique du bordage à clin, possédaient une flexibilité surprenante. Leurs coques ondulaient avec les vagues, absorbant les chocs plutôt que de résister. Cette souplesse leur permettait de survivre aux tempêtes, mais créait un problème majeur. L'eau s'infiltrait constamment entre les planches. Écoper n'était pas une option, mais une nécessité permanente pour ne pas couler. La navigation reposait entièrement sur des compétences transmises oralement. Les Vikings ne disposaient ni de compas magnétiques, ni de cartes précises, ni de sextants. Ils naviguaient en observant le soleil, les étoiles, les oiseaux migrateurs, les courants marins et même la couleur de l'eau. Certains utilisaient une pierre de soleil, un cristal de spathe d'Islande permettant de localiser le soleil par temps couvert. Mais l'essentiel résidait dans leur connaissance intime de la mer et leur instinct. La route vers l'Islande passait par les Shetland et les Féroé, permettant de ne jamais perdre totalement la terre de vue. Même ainsi, le voyage prenait au minimum 1 à 2 semaines dans de bonnes conditions. Qu'Aude ait réussi à mener toute une flotte avec des centaines de personnes témoigne soit de ses compétences maritimes personnelles, soit de sa capacité exceptionnelle à s'entourer de marins experts et à gagner leur loyauté absolue. L'arrivée d'Aude en Islande s'inscrit dans un phénomène historique rarissime, la colonisation d'une terre véritablement vierge. Contrairement à presque toutes les migrations de l'histoire qui impliquent conquête ou déplacement de population, l'Islande était réellement inhabitée. Quelques moines irlandais, les papars, avaient établi de petites communautés érémitiques, mais les avaient abandonnées face à l'arrivée des Vikings. Cette situation unique permit à la société islandaise de se développer de manière exceptionnelle. Sans structure politique préexistante, les colons créèrent leurs propres institutions. L'Alþingi, fondé en 930, devint le premier parlement de l'histoire européenne, une structure révolutionnaire où les fermiers libres votaient des lois et rendèrent la justice collectivement sans roi. Aude arriva pendant la période du Landnam, la prise de terre, qui s'étendit de 870 à 930. Les règles étaient simples, on pouvait revendiquer autant de terre qu'on pouvait encercler avec des feux allumés en une journée. Cette règle favorisait les riches et puissants. Aude, avec ses centaines de compagnons, revendiqua un territoire immense. Mais au lieu de tout garder, elle redistribua des terres à ses compagnons, créant un système féodal miniature où elle jouait le rôle de suzeraine, et ses vassaux lui devaient loyauté. L'Islande qu'Aude aida à fonder connut un destin unique. De 930 à 1262, l'île fonctionna comme une république sans roi, un État libre où le pouvoir appartenait à l'Assemblée des hommes libres. Cette période vit l'épanouissement d'une culture littéraire extraordinaire. Les Islandais développèrent une tradition de récits oraux couchés sur parchemin
au XIIe et XIIIe siècle. Les sagas, celles des Njals, des Gil, des gens du Val-au-Saumon, comptent parmi les chefs-d'œuvre de la littérature médiévale mondiale. C'est grâce à ces sagas que nous connaissons l'histoire d'Aoud. Les Islandais médiévaux, obsédés par les généalogies et l'histoire de leurs ancêtres, préservèrent son souvenir avec soin. La société que ses descendants construisirent resta imprégnée de ses valeurs: sagesse, honneur, loyauté, respect de la loi. Mais l'Islande connut aussi des périodes sombres. Au XIIIe siècle, l'âge des Sturlungar vit le pays déchiré par des guerres civiles. Épuisés, les Islandais acceptèrent la domination norvégienne en 1262, puis danoise. L'indépendance ne revint qu'en 1944, après plus de 6 siècles. Pourtant, les Islandais préservèrent jalousement leur identité culturelle, leur langue ancienne, leurs sagas et le souvenir de leurs ancêtres fondateurs, dont Aud. En racontant son histoire, on doit reconnaître les limites des sources. Les sagas, écrites 2 à 3 siècles après les événements, mélangent faits historiques, traditions orales, embellissements littéraires et parfois fiction. Certains détails sont authentiques: son père régnait sur les Hébrides, Olaf le Blanc était roi de Dublin, son fils conquit des territoires en Écosse, elle fonda une colonie en Islande. D'autres aspects, le nombre exact de navires, les détails du voyage, les conversations, relèvent probablement de l'invention littéraire. Mais le cœur de l'histoire reste impressionnant. Une femme du IXe siècle a traversé l'Atlantique Nord, établi une colonie prospère, fondé une dynastie puissante et laissé un souvenir si fort que son nom résonne encore aujourd'hui. L'histoire d'Aoud continue de fasciner au XXIe siècle. Elle apparaît dans des romans, séries télévisées et jeux vidéo. Des festivals vikings recréent son voyage. Des musées présentent des expositions sur sa vie. En Islande, un monument près de sa ferme Dvamr commémore sa mémoire. Le titre « La femme qui commandait 300 dracars » est une licence poétique. Il s'agissait probablement de Knurs plutôt que de dracars de guerre, et le nombre exact reste incertain. Mais l'ampleur de son accomplissement demeure. Elle a commandé une flotte à travers l'océan, guidé des centaines de personnes, fondé une colonie prospère et établi une dynastie marquante. Elle a accompli tout cela avec sagesse, dignité et honneur. Dans une époque dominée par des guerriers célèbres pour leurs exploits violents, Aud brille différemment. Par sa capacité à construire plutôt qu'à détruire, à unir plutôt qu'à diviser, à planifier sur le long terme. Son surnom de très sage reconnaissait son intelligence exceptionnelle et sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les circonstances les plus difficiles. Plus de 1000 ans après sa mort, Aud reste une figure inspirante, une pionnière qui a prouvé que le courage et la sagesse peuvent accomplir ce que la force brute ne peut atteindre. Dans les fjords de l'ouest de l'Islande, son esprit perdure, et tant que les Islandais se souviendront de leurs ancêtres fondateurs, son nom continuera à résonner comme celui d'une femme extraordinaire qui a osé naviguer vers l'inconnu.